Merci déjà à toute l'équipe de Wonderland qui nous accueille ici et l'équipe de Wheel of Green avec qui nous avons décidé, entre l'équipe de Climax et de Wheel of Green, de réunir cette année une partie de nos programmations pour nous soutenir, parce que dans ce contexte difficile, des contraintes sanitaires pour des événements majeurs comme ceux de Wheel of Green et d'autres sont véritablement des parcours du combattant, et on pense qu'il est essentiel de conserver des moments où on se rassemble pour discuter, pour échanger sur des priorités qui sont parfois reléguées avec cette crise sanitaire aux oubliettes. Et nous pensons collectivement, entre l'équipe de Climax, l'équipe de Wheel of Green, qu'on ne doit pas abandonner la discussion, l'échange, la conscientisation et les alertes sur ces sujets qui sont prépondérants pour notre avenir à tous. Donc merci encore à toute l'équipe pour nous avoir reçus ici et permettre cette discussion qu'on va avoir avec un de nos invités du Climax Africa de cette année, qui vient du Sénégal, qui est représentant des pêcheurs de Saint-Louis. C'est un leader des pêcheurs et des défenseurs de la pêche artisanale au Sénégal. Moustapha Dieng, merci d'être avec nous. Avant de repartir dans quelques jours au Sénégal, tu es venu pour nous alerter sur des déséquilibres qui sont croissants aujourd'hui, sur la ponction des ressources halieutiques au large du Sénégal, et où finalement la communauté européenne qui met en place une pêche dite plus responsable en Europe, sur nos côtes, qui arrête certaines pratiques, eh bien exporte plutôt ces pratiques dans des pays du Sud, comme le tien, comme le Sénégal, créant des déséquilibres fâcheux, en plus des déséquilibres que l'Occident a déjà créés de manière principale en matière de dérèglement climatique. Est-ce que tu peux, en quelques mots déjà, nous dresser le contexte de ces accords de pêche que vous subissez au Sénégal, et puis peut-être aussi le contexte du dérèglement climatique dont vous êtes les premiers à voir les conséquences dès aujourd'hui sur la Langue de Barbarie où tu vis. Voilà. Merci Philippe. Alors je suis présent pour porter donc notre appel, notre alerte, parce que peut-être que dans nos pays, on ne nous écoute pas souvent. Il y a la surdité qui a gagné peut-être nos autorités, parce que depuis que nous alertons sur les accords de partenariat de pêche qui ont été signés en 2014 entre l'Union européenne et le Sénégal, et qui permettent à 38 bateaux européens, dont 2 chaluts qui font le chalutage de fond, qui est interdit en Europe, et une vingtaine de bateaux qui pêchent le thon. Et ces bateaux qui font le thon, ils ont besoin de pêcher des appâts vivants, des juvéniles. Donc des petits poissons. De petits poissons vivants qu'ils conservent dans leurs bateaux, dans les cales de leurs bateaux, pour en faire des appâts pour pêcher le thon. Alors ces accords nous disent simplement que les pêcheurs sénégalais ne peuvent pas pêcher le quota de thon qui leur est attribué par l'organisation internationale qui est chargée de thon, alors que cela n'est pas vrai, cela est extrêmement faux. Les Sénégalais sont de grands pêcheurs de thon, ils sont grands pêcheurs au-dessus de tout, parce que le Sénégal, je crois, c'est le premier pays de pêche artisanale. Un pays qui a au moins 2 millions d'acteurs dans la pêche sur une population de 15 millions d'âmes. Un pays qui a pour première source de devises la pêche. Un pays dont la population dépend à plus de 70% de la pêche pour les protéines animales qu'il consomme.
Mais ce pays-là, la pêche représente tout pour la population. Et ces populations, au Sénégal, on trouve plus de 23 000 embarcations. Mais c'est vrai que les embarcations, c'est de petites pirogues, comparées aux mastodontes, aux grands bateaux qui viennent concurrencer les pêcheurs sénégalais. Quand vous prenez un bateau qui peut pêcher facilement 300 tonnes par jour, vous en emmenez 38 dans la zone économique exclusive du Sénégal, mais c'est une concurrence déloyale que l'on crée vis-à-vis des pêcheurs qui, ne savant plus quoi faire, sont obligés aujourd'hui de se retourner pour prendre des pirogues pour venir en Europe. Nous l'avons dénoncé dans le pays. Nous avons fait des marches, nous avons fait des conférences de presse, nous avons organisé des points de presse pour dénoncer. Mais c'est pourquoi nous pensons qu'il fallait venir en Europe pour que les autorités européennes, pour que les populations européennes comprennent, en tout cas que le thon ou le merlu qui est issu de ces accords de partenariat de pêche va provoquer la ruine des populations sénégalaises, voire africaines. Nous n'en pouvions plus de parler dans nos pays où on ne nous écoute pas. Nous sommes venus ici tirer sur la sonnette d'alarme, sensibiliser les populations, demander aux porteurs de voix de se lever, de joindre leur voix à la nôtre, pour que l'Union européenne comprenne qu'elle peut bien se passer de ces accords. Mais nous ne pouvons pas nous passer de notre poisson. Notre poisson, c'est le poisson qui nous fait vivre. Je l'ai dit plus haut, notre poisson, c'est notre première source de devises. Sachant que vous n'avez, j'imagine, pas les mêmes techniques, les mêmes moyens que ces 38 bateaux qui sont des bateaux type bateau-usine, un peu, en tout cas, les photos que tu nous as amenées montrent à quel point il y a une disproportion entre la pirogue traditionnelle des pêcheurs artisanaux du Sénégal et ces mastodontes. Tu nous disais, quand on préparait cette discussion, que ces bateaux, ils restent au port pour savoir où ils vont pêcher. Ils ont les satellites, ils ont tout un tas de technologies qui leur permettent d'aller directement sur les bancs de poissons, là où les pirogues n'ont pas toutes ces technologies. Donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer les différences de techniques, les techniques qui sont interdites en Europe et qui sont autorisées là-bas? Est-ce qu'on peut un peu plus rentrer dans les détails, qu'on comprenne à quel point il y a une disproportion? Mais je dis, ces bateaux sont équipés de radars. Ils peuvent déjà, à partir du port, à partir des satellites, retrouver les bancs de poissons, les évaluer, en connaître jusqu'à la profondeur, faire leur programmation et aller les pêcher. Avant que la petite pirogue, qui n'est équipée que d'un moteur hors bord, ne quitte la plage pour aller à la recherche de ce poisson. Et le pêcheur qui va à la recherche de ce poisson, en dehors du GPS, il n'a pas d'autre moyen. Il n'a que ses yeux pour regarder et pour détecter le poisson pélagique, pour savoir où se trouve le poisson pélagique. Donc, il ne peut pas voir au-delà de 100 mètres devant lui. Donc, ce pêcheur, forcément, il va aller plusieurs fois en mer, il ne pourra absolument rien ramener. Parce que les bateaux, il faut regarder ces photos. Il faut regarder ces photos pour comprendre. Regardez la petite pirogue. Regardez le grand bateau. Vous savez qu'il n'y a pas de photo. On ne peut pas créer une concurrence aussi déloyale entre une pêche industrielle qui a des pratiques interdites en Europe. Le chalutage de fond est interdit en Europe. Et pourtant, dans nos pays, on permet à l'Union européenne de pêcher à titre expérimental, c'est-à-dire sans rien débourser. Sans rien débourser, le merlu, qui est le poisson le plus prisé en Europe, il ne paie rien. Et quand ils pêchent ce merlu, ils ont encore l'avantage de bénéficier de pêche accessoire. C'est-à-dire, en dehors du merlu, ils peuvent pêcher 15% de céphalopodes, ils peuvent pêcher 5% de crustacés, ils peuvent pêcher
20% de toutes les autres espèces démersales possibles, à savoir le tchof, les dorades, toutes les espèces. Donc voilà une situation telle que, aujourd'hui, les 2 millions de personnes qui vivent de la pêche, qui ont acheté du matériel, qui ont fait des investissements, j'ai dit que nous avons 23 000 pirogues au Sénégal, recensées. Il y en a plus. Mais des gens qui ont fait des investissements, qui ont acheté des moteurs hors bord à des prix excessifs. Un moteur hors bord de 60 chevaux coûte 3 800 000 francs CFA. Mais tous ces gens-là, aujourd'hui, ils se heurtent à ces problèmes de l'Union européenne qui, pour un quota de 10 000 tonnes de thon, est autorisé à pêcher au Sénégal pendant 5 ans. Pendant 5 ans, et ces accords ne lui coûtent que 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA. Un peu plus de 2 milliards de CFA par an. Un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Mais nous avons dit que, on a comme l'impression que peut-être nos autorités ne savent pas ce qu'il y a derrière ces accords, ou nos autorités ne savent pas quelle est la situation exacte de leurs pêcheurs, qui sont même prêts aujourd'hui à payer à la place de l'Union européenne les 10 milliards pour que l'Union européenne arrête de pêcher dans nos eaux. Parce que nous n'en pouvons plus. Si vous voyez qu'aujourd'hui, les pêcheurs sénégalais prennent les pirogues, prennent la route des Canaries pour venir se déverser en Europe, c'est en désespoir de cause. Ils n'ont plus d'autre solution. Ils sont condamnés par cette pêche industrielle qui leur ôte le pain de la bouche. Et je crois qu'il est temps pour l'Europe d'agir. Il est temps pour l'Europe d'agir parce que je ne crois pas que tout ce thon ou ce merlu, dont peut-être la moitié, on va le retrouver dans les poubelles de l'Europe, parce qu'ils auront transité entre les marchés, les grandes surfaces exposées, ne seront pas achetés, on va les déverser à la poubelle. Alors que nous, c'est ce poisson qui nous fait vivre. Qu'on nous laisse vivre avec notre poisson pour permettre à nos enfants de rester chez nous et de pêcher pour leur famille et pour la survie de l'Afrique. Tu nous parlais justement de ces jeunes qui par pirogue entière partent vers les Canaries. Malheureusement, les derniers jours ont encore amené leur lot de drames. Est-ce que tu peux nous parler, même si je sais que c'est dur pour toi, de ressasser ces drames, mais nous raconter ce qui s'est passé les derniers jours, la semaine dernière et la semaine d'avant au large du Sénégal? Oui, quand moi j'étais ici en Europe, pour justement parler de ce problème, les informations qui me sont parvenues, c'est au moins 2 pirogues qui se sont renversées. Avec combien de personnes à bord? Avec plus de 64 personnes à bord. Des jeunes pleins d'espoir, pleins de vie, qui représentent tout pour le continent africain, qui, par désespoir, ne pouvant plus pêcher, parce que nous sommes pêcheurs de père en fils. Nos enfants, ils naissent avec un métier. Ils naissent avec un métier. Ils ne connaissent pas le chômage. Ils ne savent pas tendre la main. C'est une population très fière. Si cette population en est réduite à venir en Europe, au risque de sa vie, dans un pays où on a tendance à banaliser la mort du pêcheur. Déjà, rien que dans l'embouchure de Saint-Louis, entre 2003 et nos jours, nous avons perdu 480 pêcheurs morts, simplement parce qu'ils allaient chercher le poisson pour faire vivre l'Afrique. Rien que dans cette brèche de Saint-Louis, le nombre de morts est supérieur au nombre de morts de la crise casamassaise dont on parle depuis 30 ans, voire 40 ans. Un conflit armé qui a fait moins de dégâts
qu'une simple brèche ouverte en 2003 par la main de l'homme. Et on laisse faire, on regarde. Tous les jours, les pêcheurs se noient. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, les pêcheurs se noient avec femmes et enfants. Parmi les victimes donc, de la mer, maintenant, on retrouve non seulement les jeunes pêcheurs, mais on retrouve des femmes, on retrouve des enfants. Ce qui est vraiment un drame humain inégalable, un drame qu'il faut arrêter. Je crois qu'il faut arrêter. Il est temps que l'on revienne sur ces accords, que l'on mette un terme à ces accords pour que nos enfants, pour que ce drame cesse. Tu as rencontré Benoît Biteau, député européen qui siège à la commission pêche de la Commission européenne il y a 3-4 jours de ça. Tu es allé en mer avec lui sur le bateau de Florence, je crois, qui pêche, le bar de Ligne. Vous avez parlé de ces déséquilibres. Est-ce que ces rencontres te permettent d'espérer de tisser des liens avec de ce côté-ci de notre continent, des gens qui, comme toi, veulent changer la donne sur ces accords? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous envisagez de mener ensemble pour essayer de faire pression sur l'Union européenne? Ça a été une rencontre heureuse. Climax sur l'Afrique nous a donné l'occasion de rencontrer un homme exceptionnel, Benoît Biteau, ingénieur agronome de formation, qui a choisi de retourner cultiver la terre de ses ancêtres. Un homme simple, magnifique, député européen, qui a accepté de nous écouter et qui nous a compris. Nous l'avons présenté tout le drame qu'il y avait derrière ces accords de partenariat de pêche avec l'Union européenne et dont on ne parle pas, dont les médias aussi européens ne parlent pas. Parce que souvent, quand on vous interpelle, quand les médias européens vous interpellent, ils vous parlent des bateaux chinois qui sont en Afrique. Ils vous parlent des bateaux russes qui sont en Afrique. Mais moi, je leur réponds toujours, mais qu'il y a pire que les bateaux chinois et les bateaux russes. Il y a les accords de pêche avec l'Union européenne. Parce qu'une injustice légalisée est plus grave et plus dramatique que les Chinois qui viennent, à peine qui viennent pour voler le poisson. Si on les prend, on sait comment les sanctionner. Mais celui dont le vol est légalisé par des accords, contrairement à la Convention internationale des droits sur la mer, parce qu'il est dit clairement dans cette convention internationale qu'un pays qui n'a pas d'excédent n'a pas le droit de vendre ses ressources. Et le Sénégal n'a pas d'excédent. Les pêcheurs sénégalais vont demander des licences en Mauritanie. Les pêcheurs sénégalais vont demander des licences en Guinée-Bissau et en Gambie. C'est la preuve que nous n'en avons pas suffisamment pour nous. Nous n'en avons pas suffisamment pour nous. Nous ne pouvons pas laisser l'Union européenne venir prendre ce qui nous revenait. Donc, Benoît nous a compris. Nous lui avons expliqué clairement notre intention de lancer une pétition. Une pétition que nous ferons signer par les professionnels de la pêche au Sénégal et que nous allons adresser à l'Union européenne pour qu'il soit mis un terme aux accords de pêche. Parce que le peuple sénégalais, la population de pêcheurs n'en peut plus. Tu parlais tout à l'heure de la brèche sur la langue de Barbarie où tu vis. Alors pour expliquer peut-être à ceux qui ne connaissent pas cet endroit où nous avons eu la chance de se rencontrer avec l'équipe de Darwin et de Climax au mois de juin. La langue de Barbarie, c'est une presqu'île qui est une langue de terre très fine, moins de 300 mètres de large sur plusieurs dizaines de long. Dizaines de kilomètres de long, et il y a 300 000 personnes qui vivent là.
donc sur un territoire qui est extrêmement dense du coup. Cette population aujourd'hui, elle a été mise en danger gravement avec cette brèche qui a été ouverte en 2003 lors des inondations de Saint-Louis au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal. Et cette brèche, malheureusement, qui a pu servir pour que Saint-Louis ne soit pas dramatiquement inondé, elle n'a pas été rebouchée par pure négligence suite à son ouverture. Elle faisait, je crois, 4 mètres de large, et aujourd'hui elle fait 8 km. Donc la brèche est passée de 4 mètres à 8 km. On imagine le drame que ça peut représenter. Ça aussi, ça parle de ce qui se passe aujourd'hui sur beaucoup de côtes en Afrique et de par le monde, c'est-à-dire ceux qui sont le plus visés par la montée des eaux, ceux qui sont les premiers dramatiquement touchés, ne sont pas ceux qui ont enclenché de manière massive ce dérèglement climatique et ce réchauffement planétaire. Finalement, quand on regarde, quand on t'écoute à la fois sur ces accords de pêche qui en effet semblent totalement indignes, ces répercussions d'un réchauffement climatique dont vous n'êtes pas les premiers responsables, on voit à quel point on est toujours dans un monde néocolonialiste, prédateur, où on a toujours la prédation du nord par rapport au sud, des riches par rapport aux pauvres. Quel est ton regard là-dessus, toi qui as connu un Sénégal sous domination française avant la fin de la colonisation? Tu as maintenant une expérience de vie longue, un regard, je dirais, accru par rapport à beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme réflexion sur ce monde qui finalement a toujours ces mêmes soubresauts? Oui, si je dois commencer par la langue de Barbarie, comme vous l'avez dit, qui est fortement menacée. Depuis qu'en 2003, effectivement, il a été ouvert une brèche. Et en amont, en 2000, c'était la fin des travaux du barrage de Diamant. Un barrage qui portait beaucoup d'espoir, parce que devant servir à revitaliser les vallées fossiles pour mettre la mise en culture de plusieurs centaines d'hectares de terre qui devaient nourrir le Sénégal. Mais on n'a pas compris, parce que depuis 2000, faute de compréhension entre le gouvernement sénégalais et le gouvernement mauritanien, chaque année, c'est des milliards de mètres cubes qui transitent par le barrage pour se déverser dans l'océan Atlantique, dans cette brèche. C'est cette eau qui devait engloutir la ville de Saint-Louis qui est la cause de l'ouverture de cette brèche. Et cette eau qui continue, imaginez-vous, l'équivalent de ce que la population française consomme en eau, que nous laissons partir dans l'océan Atlantique à pure perte, causant des dégâts sur les populations, sur les habitations. Parce que toute l'eau qui part nous revient sous le fait du réchauffement climatique. Le Sénégal, l'Afrique pollue pour moins de 5%. L'Afrique pollue pour moins de 5%. Et les conséquences du réchauffement climatique, c'est l'Afrique qui est la première à la ressentir. Là où j'habite, cette langue de Barbarie dont on parle, elle est aujourd'hui donnée pour perdue. Elle est donnée pour devant disparaître. On est en train de faire des moyens de protection qui souvent aussi ne sont pas conformes, ne correspondent pas aux besoins des populations. Et là encore, c'est des sociétés comme Eiffage ou Vinci, sociétés françaises, qui prennent des marchés pour réaliser des digues inutiles. C'est des marchés comme Eiffage, des sociétés françaises qui viennent réaliser les travaux. Quand on prend l'équivalent du montant que paye l'Union européenne pour ces accords de pêche,
pour en faire une digue provisoire. Une digue provisoire, cela veut dire qu'on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus qu'une digue provisoire. Parce que la langue de Barbarie, c'est la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est l'île de Saint-Louis. Si la langue de Barbarie disparaît, l'île ne mettra pas 72 heures pour disparaître. Et disparaître avec tout le patrimoine mondial qu'il y a là-dessus. On a parlé de la colonisation. Saint-Louis, c'est des vestiges, c'est vrai, mais Saint-Louis, c'est des maisons de souvenirs, souvenirs dans le bon sens, souvenirs dans le mauvais sens, parce qu'à Saint-Louis également aussi, c'était les grandes maisons de commerce, des bordelais surtout, où il y avait les maisons Morel-Prom, il y avait les maisons Demeter-Chevet, il y avait les maisons Henri, il y avait beaucoup de maisons de commerce. Il y avait, parce qu'il y avait la traite des nègres, il y avait le commerce triangulaire au niveau de Saint-Louis. Et les vestiges sont encore visibles au niveau de Saint-Louis. Donc c'est tout ce patrimoine qui risque de partir avec la langue de Barbarie. Aujourd'hui, les premières victimes, c'est les populations de pêcheurs qui ont toujours habité le bord de la mer. Aujourd'hui, plus de 1200 personnes sont trimballées depuis bientôt 10 ans. Depuis bientôt 10 ans que l'océan, un jour, leur est tombé dessus en pleine nuit, détruisant leurs maisons, anéantissant tous leurs biens. D'abord, on les a mis sous des tentes. Ensuite, on est allé les caser dans l'école. À l'ouverture des écoles, on les a déplacés, on les a amenés à 3 km plus loin, sous des tentes encore. La pluie est venue les chasser de ces tentes, dans des zones marécageuses, inexplicables. Aujourd'hui, encore, près de 10 ans après, ils sont sous des maisons démontables, dans des conditions lamentables, des maisons achetées à coût de millions, des maisons polystyrène, où ils n'ont même pas le droit de mettre du feu, parce que c'est des maisons qui peuvent s'enflammer à tout moment sous la chaleur africaine. Ces populations-là sont les premières victimes du réchauffement climatique. Et ces populations subissent à la fois les conséquences du réchauffement climatique et les conséquences des accords de pêche, cumulées aux conséquences de cette brèche qui a tué beaucoup de leurs enfants. Dans la langue de Barbarie, chaque famille est orpheline de la brèche. Chaque famille est orpheline de la brèche et rien n'est fait. Jusqu'au moment où nous parlons, rien de sûr, rien de sécurisant n'est envisagé. Merci Mustapha pour ce témoignage qui est primordial pour nous, de prendre conscience que aussi dans nos achats, dans le relais que nous pouvons faire aussi auprès de nos députés européens, on peut agir. On peut agir en soutien et en solidarité à ce constat que tu nous as si malheureusement bien décrit aujourd'hui. Tu vas continuer ta tournée, tu vas te rendre demain, même ce soir je crois, à Barcelone pour rencontrer des pêcheurs sénégalais qui sont coincés là-bas. Tu te rendras aussi avec l'équipe de Climax à Marseille le 9 septembre en marge de l'IUCN pour toujours porter cette parole et cette alerte à près de 70 ans. Quel courage, bravo. On tient vraiment à te remercier d'avoir été avec nous pour ces rencontres. On va laisser la place et la parole à Nathalie et à Desange qui vont venir nous parler comment les femmes qui subissent aussi dans certaines régions d'Afrique des drames humains, comment elles restent debout, comment elles organisent la résistance face à la barbarie humaine. On te souhaite une bonne tournée et un bon retour sur cette langue de barbarie qui est si belle, où tu nous avais si bien reçus. Merci.
Je vais aller de ce pas sur Barcelone, parce qu'il est vrai que le voyage est un droit pour tous les citoyens de ce monde. Chaque citoyen du monde devrait avoir le droit de se déplacer, de voyager. Mais aujourd'hui, nous sommes loin des années de la décolonisation. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui ont le droit de voyager sans aucun visa. Un Français qui a besoin d'aller au Sénégal, il ne demande pas de visa. Un Sénégalais qui a besoin de venir en Europe, il demande un visa, mais il paye cher. Tu peux débourser beaucoup d'argent. Si ton visa n'est pas accepté, tu dois reprendre tout le circuit et tu perds ton argent, tu déposes encore. Ce que nous dépensons en termes de visa est supérieur à ce que l'Europe nous accorde dans le cadre de la coopération. On dit que c'est l'Europe qui aide l'Afrique, mais ce que l'Afrique dépense en termes de demande de visa, en termes de régularisation, de signature de papier dans les ambassades, est supérieur à ce que l'Europe nous donne en matière dans le cadre de la coopération. Les enfants qui sont à Barcelone, ce sont mes enfants. Ils ont réussi à survivre de la traversée dramatique. Ceux qui sont morts, les hommes, les femmes, ce sont aussi nos enfants. Nous ne pouvons pas être insensibles à le drame. Mais il est venu l'heure de tout arrêter. On doit arrêter. Nous disons basta, ça suffit. Il faut connaître le drame. Si l'Europe ne peut rien faire, parce que l'Europe n'aurait pas accepté que ses citoyens meurent comme ça dans les océans sans rien faire. Mais nos chefs d'État, eux, peuvent le faire, peuvent le supporter sans les dérangements. Mais nous qui sommes les pères de ces enfants, il est temps pour nous de nous lever et de dire basta, ça suffit. Nous ne voulons plus que nos enfants meurent dans les océans. Nous allons à Barcelone lancer l'appel pour faire comprendre que nos enfants doivent rester chez nous. Ils n'ont pas besoin de partir, de laisser nos océans, de laisser nos poissons aux bateaux industriels. Nous voulons que la pêche artisanale survive et que nos enfants survivent avec nous dans la pêche artisanale. Merci, Moustapha.